Et si les coups d'État qui secouent l'Afrique de l'Ouest n'étaient pas la source du mal, mais la conséquence d'une crise plus profonde? Voilà la question qui dérange, celle qui fissure toutes nos certitudes. Pourquoi tant de citoyens, aujourd'hui, acclament-ils l'arrivée des militaires alors que la démocratie était censée être leur rempart ultime? Face à une série inédite de prises de pouvoir, l'organisation régionale CEDEAO a proclamé l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire ouest-africain. Mais cette réponse, d'une sévérité rare, ne suscite plus l'indignation populaire. Au contraire, la lassitude et la colère poussent des foules entières à soutenir ces putschs, fatiguées d'attendre des solutions qui ne viennent jamais. Mali, Burkina Faso, Niger, Guinée. En quelques années, l'idéal démocratique s'est effondré là où il devait triompher. Des peuples entiers tournent le dos à un système jugé corrompu, impuissant et insensible à leur détresse quotidienne. Comment expliquer ce renversement ? Pourquoi ceux qui rêvaient hier de liberté acclament-ils aujourd'hui des uniformes, quitte à piétiner leurs institutions civiles? La réponse est capitale. Car si la confiance dans la démocratie et la CEDEAO s'effondre, c'est toute la région qui chancelle. À la clé, un engrenage tragique. Pauvreté, instabilité, répression. Qui se joue ici dépasse la politique. Il s'agit de sécurité, de dignité, d'avenir pour des millions de familles. Pour comprendre ce basculement, il faut remonter à la racine de la crise. Les frustrations populaires n'ont pas surgi du jour au lendemain. Elles puisent leurs racines dans des décennies de promesses non tenues et de gouvernance défaillante. Tout a commencé discrètement à Bamako il y a environ 4 années. C'était le Mali, en août 2020, quand pour la première fois depuis longtemps, des militaires ont renversé un président élu, invoquant corruption, inefficacité et insécurité croissante. Ce coup d'État n'était pas un simple soubresaut, il a ouvert la voie à une ère d'instabilité inédite en Afrique de l'Ouest. Pour mesurer l'ampleur du choc, il suffit de se rappeler l'histoire récente du Mali. Pendant plus de 30 années après l'indépendance, le pays avait connu des transitions parfois difficiles, mais le principe du retour à la démocratie, en 1992, avait suscité un immense espoir. Le peuple pensait alors que l'alternance politique garantirait un avenir meilleur. Mais chaque élection a vu renaître les démons du népotisme, du favoritisme et des inégalités criantes. En moins d'une année, la fièvre des putschs s'est propagée. Guinée, Tchad, Burkina Faso, Niger. Partout où le même scénario se répète. Des officiers prennent le pouvoir, accusant les civils d'avoir trahi le peuple, d'avoir laissé la misère, la peur et la violence s'installer. Mais le vrai choc, c'est la réaction populaire. Au lieu d'un rejet, ces coups d'État ont souvent été accueillis par des scènes de liesse. À Conakry, Ouagadougou, Niamey, des foules innombrables descendent dans les rues, drapeaux en main, chantant l'hymne, rêvant d'une rupture avec un passé perçu comme toxique. Prenons l'exemple de la Guinée en 2021. Après des mois de contestation contre le président Alpha Condé, qui avait modifié la constitution pour briguer un troisième mandat, la population a vu l'arrivée des militaires comme une improbable délivrance. Des milliers de personnes se sont rassemblées sur la place des Martyrs, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire «Non à la dictature civile», réclamant justice et alternance réelle. Cette adhésion interroge. Comment des coups de force autrefois honnis deviennent-ils synonymes d'espoir et de justice sociale? Les militaires se sont parés de vertus, incorruptibilité, fermeté, patriotisme, là où les institutions civiles semblent usées et éloignées du peuple. Il ne faut pas oublier que dans les années 70 et 80, les coups d'État étaient également fréquents, mais suscitèrent alors la peur et l'incertitude. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ils incarnent la promesse d'un changement radical, à l'image du capitaine Thomas Sankara au Burkina Faso, dont le discours révolutionnaire continue d'inspirer la jeunesse ouest-africaine plus de 35 ans après sa mort. Les conséquences sont profondes. Le jeu politique s'en trouve bouleversé, la légitimité des gouvernements civils s'effrite et la démocratie recule, cédant la place à un modèle où l'armée prétend incarner la volonté populaire. Pour les civils, le risque est immense. Marginalisation, perte d'influence, répression parfois brutale. Ce glissement n'est pas sans péril pour la région. À force de justifier les coups d'État, l'exception devient norme et l'espoir d'un retour à la stabilité démocratique s'amenuise. La confiance populaire migre, le vote perd son sens et l'avenir se fait plus incertain. Devant cette avalanche de prise de pouvoir, une question brûle les lèvres. Comment la CEDEAO, censée défendre la démocratie régionale, a-t-elle répondu ? La CEDEAO, confrontée à une succession de crises, a dû choisir entre fermeté et dialogue. Mais ses premières réactions ont-elles réussi à restaurer la confiance ou, au contraire, accentuer la fracture ? Sous pression, la CEDEAO réagit rapidement.
Mais frappe-t-elle la bonne cible ? Face à la succession de coups d'État, la riposte de la CEDEAO est immédiate. Suspension des États, fermeture des frontières, gel des avoirs, sanctions économiques répétées. Le message est sans ambiguïté, mais dans l'ombre, qui en subit vraiment les conséquences. Les sanctions ne touchent non pas d'abord les militaires, mais les populations civiles. Les marchés se vident, les prix explosent, obtenir des médicaments ou de la nourriture devient un défi quotidien. Pendant que les nouvelles juntes consolident leur pouvoir, ce sont les familles ordinaires qui paient pas le prix fort. Prenons le cas du Mali en 2022, lorsque la CEDEAO a imposé un embargo total après le report du calendrier électoral. Les camions de marchandises sont restés bloqués aux frontières. Les hôpitaux ont manqué de produits essentiels, les petits commerçants ont vu leurs revenus s'effondrer et des milliers de familles ont été plongées dans le dénuement. Un simple sac de riz, auparavant accessible à la majorité, est devenu un luxe. Peu à peu, la CEDEAO se coupe de la population qu'elle prétend défendre. À Bamako, Ouagadougou, Niamey, Conakry, la colère gronde. Beaucoup voient désormais la CEDEAO comme la main d'intérêts étrangers, ou un club fermé de présidents déconnectés des réalités locales. Pour renforcer cette perception, de nombreux leaders d'opinion locaux dénoncent ouvertement le double jeu de certains pays membres. Par exemple, quand le président ivoirien Alassane Ouattara a modifié la constitution pour se maintenir au pouvoir, la CEDEAO n'a pas réagi avec la même fermeté. Cette incohérence alimente le ressentiment populaire. Au Niger, la CEDEAO va plus loin et pose un ultimatum: rétablir le président civil ou faire face à une intervention militaire. Mais cette menace manque de déclencher une escalade régionale incontrôlable. Le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, eux-mêmes sous contrôle militaire, soutiennent aussitôt Niamey et promettent de riposter. Face à la pression et au risque d'une guerre, une partie de la population se range derrière les putschistes, non par adhésion profonde, mais par rejet d'une intervention étrangère et d'institutions jugées discréditées. La réaction de la CEDEAO provoque alors un effet boomerang, la naissance de l'Alliance des États du Sahel. Cette nouvelle coalition militaire, formée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, officialise leur rupture avec la CEDEAO et affirme leur volonté de défendre leur souveraineté à tout prix. Résultat, la CEDEAO échoue à rétablir l'ordre démocratique, s'isole, fragmente la région et perd une part de son autorité. Les divisions s'aggravent, l'influence de la CEDEAO s'effrite et les risques de crise armée ou humanitaire se multiplient. En privilégiant la sanction, l'organisation néglige les vraies causes du malaise et s'expose à une crise de légitimité sans précédent. Mais comment en est-on arrivé là ? Pour comprendre cette rupture, il faut revenir aux racines du malaise ouest-africain. Derrière chaque putsch, une même question obsède la population. À qui profite vraiment la démocratie actuelle ? Derrière chaque coup d'État, il y a bien plus qu'une poignée de militaires. C'est la colère d'un peuple entier, lassé d'attendre des réponses d'un système qui ne tient plus ses promesses. L'histoire ne se joue pas seulement dans les casernes, mais dans les rues où l'espoir a peu à peu disparu. Depuis de longues années, la lassitude s'est installée en Afrique de l'Ouest. Les élections se succèdent, mais les visages changent rarement et la déception s'accumule. Beaucoup voient dans la démocratie une mascarade où les résultats semblent écrits à l'avance, où le vote ne sert qu'à légitimer un pouvoir déjà décidé. La jeunesse majoritaire vit cette désillusion de plein fouet. Des millions de jeunes diplômés, sans emploi, voient le chômage exploser. Le rêve d'un avenir meilleur s'effondre, laissant place à la frustration et à l'impression que tout progrès est confisqué par des dirigeants préoccupés par leur enrichissement personnel. Prenons le cas du Burkina Faso. En 2022, plus de 60% de la population avait moins de 25 ans. Parmi eux, des centaines de milliers de jeunes diplômés n'ont jamais trouvé de travail stable. Beaucoup se sont tournés vers l'émigration, d'autres vers l'économie informelle, et certains vers des groupes armés qui leur promettaient une solde régulière et une reconnaissance sociale. La sécurité, elle aussi, se délite. Au Mali, au Burkina Faso, au Niger, les attaques terroristes rythment le quotidien. Les routes deviennent des pièges, les villages ne dorment plus, et l'État semble impuissant à protéger. Face à ce vide, la population réclame une main ferme, voire brutale, prête à rétablir l'ordre à tout prix. À la peur s'ajoute l'humiliation. Les ressources nationales sont accaparées par des intérêts étrangers, laissant la majorité dans la misère pendant que d'autres s'enrichissent. Le sentiment d'injustice grandit, creusant toujours plus le fossé entre gouvernants et gouvernés. Au Niger, les mines d'uranium alimentent les centrales nucléaires européennes, mais dans la ville d'Arlit, les écoles manquent de professeurs et les dispensaires de médicaments.
Cette contradiction alimente l'idée que la démocratie ne profite qu'à une minorité bien connectée. L'ECOWAS, jadis porteuse d'espoir, est aujourd'hui perçue par beaucoup comme le gardien d'un système verrouillé. L'organisation punit, sanctionne, mais reste muette devant les souffrances populaires. Pour nombre de citoyens, elle est le symbole d'une élite qui refuse de changer, sourde aux appels au renouveau. Dans ce climat, le putsch devient, pour certains, la seule issue. Un bouton pour tout recommencer, une tentative désespérée de briser un cercle vicieux. Surtout pour une jeunesse qui n'attend plus rien, sinon un peu de justice, de sécurité et de dignité. Mais soutenir les coups d'État n'est pas sans conséquences. À force de voir la démocratie trahie, la confiance dans toute forme de gouvernance s'érode. Certains jeunes se radicalisent, d'autres basculent dans la violence. L'instabilité menace de s'installer durablement, mettant en péril confiance, richesse et vies humaines. L'état d'urgence décrété par l'ECOWAS peut-il encore apaiser la crise, ou ne va-t-il qu'aggraver la fracture entre les peuples et ceux qui prétendent les représenter? À ce stade, la question n'est plus de savoir qui gouverne, mais comment redonner foi en l'avenir. Les prochaines décisions de l'ECOWAS pourraient bien sceller le sort d'une génération entière, et si la véritable issue ne résidait ni dans la force ni dans les sanctions. Face à la multiplication des coups d'État, la CEDEAO a répondu par des sanctions économiques, la suspension des États concernés et la menace d'une intervention militaire. Pourtant, loin de ramener l'ordre, ces mesures ont surtout renforcé le ressentiment populaire et donné aux putschistes une légitimité inattendue aux yeux de nombreux citoyens. Les sanctions frappent d'abord les populations. Elles aggravent pauvreté, pénurie et frustration, sans jamais avoir permis de rétablir la démocratie dans aucun pays. Au contraire, elles alimentent la colère contre une organisation perçue comme distante, insensible aux souffrances concrètes du peuple. La menace militaire, elle, a eu l'effet inverse de celui escompté. Au Mali, au Burkina Faso, au Niger, elle a soudé la société contre la CEDEAO et solidifié la position des nouveaux régimes. Pire, cette posture guerrière a terni l'image d'une organisation vouée à la paix et révélé ses faiblesses, incapacité à tenir ses menaces, division interne, perte de crédibilité régionale. S'ajoute à cela un double standard destructeur. Quand un président manipule la Constitution pour rester au pouvoir, la CEDEAO garde le silence. Mais au premier coup d'État militaire, les sanctions tombent. Cette partialité nourrit l'idée d'une justice à deux vitesses et discrédite tout discours sur la démocratie. La solution ne viendra pourtant jamais de la force. Tant que les racines du mal, corruption, pauvreté, exclusion, sentiment d'abandon, ne seront pas traitées, la démocratie restera fragile, constamment menacée. Empiler les sanctions et agiter la menace des armes, c'est refuser d'entendre la détresse de millions de citoyens ouest-africains. Prévenir, dialoguer, agir en amont, là réside la véritable sortie de crise. Restituer la confiance passe par l'écoute des populations, la lutte transparente contre la corruption et une implication sincère pour répondre aux besoins essentiels – sécurité, éducation, santé, justice. Cela exige de repenser le rôle des institutions régionales et nationales et de rompre avec le statu quo. Prenons un exemple historique en dehors de l'Afrique de l'Ouest. Au Chili, en 1973, le coup d'État contre Salvador Allende a plongé le pays dans des décennies de dictature. Mais c'est l'incapacité du système politique à répondre aux inégalités et à la polarisation qui a préparé le terrain au putsch. De même, en Afrique de l'Ouest, l'absence de réformes concrètes crée un terrain fertile pour le retour de l'armée. Car si la CEDEAO refuse de se réformer, la région restera piégée dans un cycle sans fin. Coup d'État, répression, crise économique, retour de l'armée. Ce qui se joue, c'est la survie même des sociétés ouest-africaines, leur sécurité, leur dignité et la chance d'un avenir meilleur. Mais comment une organisation peut-elle se réinventer face à une telle défiance? La réponse pourrait bien passer par une révolution du dialogue et de la participation citoyenne. Au fond, la question centrale n'est plus de savoir qui détient le pouvoir, mais comment celui-ci sert réellement la population. Après tant d'années d'espoir déçus, le débat en Afrique de l'Ouest s'est déplacé. Ce n'est plus l'alternance des chefs qui importe, mais la capacité du pouvoir à répondre aux besoins profonds des citoyens. Changer de président n'a de sens que si cela s'accompagne d'une transformation politique et sociale tangible. Pour cela, la CEDEAO doit s'inspirer de processus participatifs comme ceux menés en Tunisie après 2011. La création d'assemblées citoyennes, la consultation publique sur les priorités nationales et la transparence dans l'attribution des fonds sont autant de pistes à explorer. Au Sénégal, des initiatives telles que Y en a marre démontrent que la société civile peut se mobiliser et proposer des alternatives crédibles.
Maintenir le statu quo, c'est condamner une génération entière à la défiance, à l'incertitude, parfois au désespoir. C'est accepter que chaque coup d'État ne soit plus perçu comme une tragédie, mais comme la preuve d'un système qui refuse d'écouter et de changer. Pourtant, une autre voie existe. Reconnaître que l'instabilité politique n'est que la surface d'un malaise plus profond, celui de l'abandon, du sentiment d'injustice, c'est déjà commencer à chercher des solutions durables. Cela implique de repenser la gouvernance, de restaurer le dialogue avec la société civile et de placer l'humain au cœur de chaque décision. Concrètement, la CEDEAO pourrait mettre en place des missions d'écoute et de médiation dans chaque pays membre en crise. Ces équipes, composées de représentants de la jeunesse, de femmes, de syndicats et d'associations locales, auraient pour tâche de recenser les priorités réelles des citoyens et de remonter leurs doléances. De tels dispositifs existent déjà dans certains pays nordiques, où ils ont permis d'apaiser des tensions sociales majeures. Il est aussi crucial de renforcer la transparence dans la gestion des ressources naturelles. Un fonds régional, alimenté par une taxe sur les exportations minières, pourrait soutenir des projets locaux de santé, d'éducation et de développement rural sous contrôle citoyen. Cela réduirait la tentation des dirigeants à détourner les richesses et renforcerait le sentiment d'appartenance à une communauté régionale. La CEDEAO se trouve à un tournant décisif. Poursuivre la logique des sanctions et de l'isolement, ou bien choisir l'écoute, la réforme et la co-construction avec les peuples. Ce choix pèsera lourdement sur l'avenir de l'organisation, mais aussi sur celui de millions d'Ouest-Africains, en quête de dignité, de stabilité et de souveraineté. L'enjeu dépasse largement la simple question du pouvoir. Il s'agit de reconstruire la confiance, de rendre à la démocratie son sens profond, être une promesse de justice et de progrès pour tous. La responsabilité est collective. Dirigeants, institutions, citoyens, chacun doit prendre sa part pour bâtir une Afrique de l'Ouest réconciliée avec elle-même. Ne rien changer, c'est s'exposer à voir le cycle des crises se répéter sans fin. Mais comprendre, dialoguer et agir ensemble, c'est ouvrir la voie à une ère nouvelle, où l'espoir redevient une force partagée, et non plus un mirage. La leçon de cette crise est claire. Punir ne suffit pas. Il faut comprendre. Les sociétés ouest-africaines réclament plus que des élections. Elles veulent de la justice, de la sécurité, de la reconnaissance. La démocratie ne peut survivre sans s'attaquer aux racines du désespoir, sans placer l'humain au centre, sans s'ouvrir à l'imagination collective. L'avenir de la région dépendra de la capacité de chacun à écouter, dialoguer et inventer ensemble de nouvelles formes de vivre ensemble. Les coups d'État ne sont pas une fatalité. Ils sont le signal d'alarme d'un système à bout de souffle, le cri d'une jeunesse qui refuse de vivre sans espoir. La CEDEAO, les gouvernements, mais aussi chaque citoyen, ont désormais un choix à faire. Continuer dans la voie de la sanction et du mépris, ou ouvrir celle du dialogue, du partage et de la réforme sincère. L'histoire retiendra ce moment charnière, celui où l'Afrique de l'Ouest a décidé, ou non, de se réconcilier avec ses propres idéaux. Car au bout du compte, au-delà des uniformes, des drapeaux et des discours, il reste la même aspiration universelle, celle de vivre libre, digne et en paix sur sa propre terre,